Vous êtes sur RTL. Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi. Un grand bonjour à vous, Jean Telet. Et bonjour Yves. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous accueillir avec Bernard Lehu, que je salue. Bonjour cher Bernard. Bonjour. À la veille de la parution de votre nouveau livre, Crénon Baudelaire. Nous parlerons aussi de télévision. Vous avez autrefois officié, de bande dessinée, votre métier d'origine. Ce sera avec Isabelle Morini-Bosque et Monique Younes, que je salue également. Bonjour mesdames. Bonjour. Jean Telet, vous aviez déjà publié des portraits de figures historiques, des poètes, Rimbaud, Verlaine, Villon, le marquis de Montespan et le roi Charles IX. Voici le tour de Charles Baudelaire. Comment les choisissez-vous et à quel moment ça se déclenche ? Pour la poésie, je m'étais dit, j'en avais déjà fait 3, que là j'allais terminer sur l'Everest. Baudelaire, si on doit lire un recueil de poésie française, c'est les Fleurs du Mal qu'il faut lire. Moi, quand j'étais adolescent, c'était mon Dieu vivant. Mais je détestais ce mec. J'ai passé mon temps à dire jamais je n'écrirai sur Baudelaire. C'est un type beaucoup trop misogyne, beaucoup trop désagréable, insupportable et tout. Et puis, un jour, je disais ça à quelqu'un qui m'a dit, mais ça pourrait être un angle. Et alors j'y suis allé, parce que d'habitude, je veux écrire que sur des gens que j'aime bien. Oui. Et là, je trouvais ça assez marrant d'écrire un livre sur un type détestable, qui a rien fait pour être aimé. Bernard Lehu, on connaît l'art du portrait peu académique de Jean Telet. Certes. Le retrouve-t-on dans ce Crénon Baudelaire ? Oh, plus que jamais, tout est vrai, mais revisité par votre plume, Jean Telet, fantasque, cocasse, gaillarde, pour ne pas dire grivoise. Bref, on vous lit à 100 à l'heure, et surtout, si on connaît ses poèmes, à commencer donc par son chef-d'œuvre, Les Fleurs du Mal, on découvre ou on redécouvre, grâce à vous, la vie et cette personnalité moins connue de Baudelaire. À vous lire, donc détestable, ça vous l'avez déjà dit, et à vous lire, on a l'impression que Baudelaire mais était camé du soir au matin. Est-ce que vous n'en rajoutez pas un peu ? Non. Le matin, il prenait l'équivalent d'une barrette de shit en décoction dans son thé du matin. Moi, je bois ça, je dors pendant 3 semaines. Et il attaquait comme ça la journée. Après, il est passé à l'opium. À cause de la syphilis, son médecin lui avait dit, il faut prendre 7 gouttes d'opium liquide, qu'on appelait le laudanum par jour. Jamais plus de 10. À la fin, il en prenait 1600 par jour. Et ça suffisait pas, et après, il sniffait de l'éther. Donc, il était absolument défoncé continuellement, quoi. Mais on se demande même comment il était capable dans cet état-là d'écrire. Oui, mais quand on voit des photos de Baudelaire à 44 ans, il a l'air d'en avoir plus de 80, quoi. C'est vrai qu'il n'avait pas vraiment bonne mine. Ah non, il avait vraiment une sale gueule en plus. Ouais. Et puis c'était un type, j'ai dit, absolument misogyne, qui détestait tout le monde, et il se détestait lui-même. C'est ça qui est bien, parce que il y a des gens qui disent, ouais, de toute façon c'est que des cons partout, il y a que moi qui suis bien. Tandis que lui, il disait mécontent de tous et mécontent de moi. Et il disait aussi une phrase incroyable: si j'avais un fils qui me ressemble, je le tuerais par horreur de moi-même. Ce qui est quand même incroyable. Alors, il y a la chenouf, bien entendu. Il y a aussi sa vie sentimentale et sexuelle, ça se carabinait. Avec sa muse Jeanne Duval, ils ont formé un couple absolument infernal. C'est une des plus belles histoires d'amour du monde, avec une femme qui était vraiment faite pour être sa muse. Une femme dont on ne sait rien. On ne sait, elle était métisse ou noire, on ne sait pas exactement. On ne sait pas où elle est née. On ne connaît pas sa date de naissance. On ne sait même pas son nom. Elle se faisait appeler Jeanne Duval, mais par moments c'était Berthe. À d'autres moments, son nom de famille, c'était Lemaire. Tout ça. On ne sait rien. On ne sait pas quand elle est morte et tout. Et elle disait: j'ai perdu mon nom, ma date de naissance et mon lieu de naissance dans le linge sale de ma vie privée. Je suis une nobody. Et ça, il l'a fait pour être la muse impeccable pour Baudelaire. Et à propos de Baudelaire, elle disait: avoir une relation intime avec lui, c'est comme une opération chirurgicale sans anesthésie. Parce que l'autre était sadique, cruel. Enfin, il disait que des horreurs sur les femmes. Et tout ça parce qu'il a eu un chagrin terrible. C'était un marmot à 5 ans qui idolâtrait sa mère. Ouais. À tel point qu'il faisait des trucs bizarres. C'est que quand sa mère devait partir faire des courses et tout, il allait
dans la lingerie, ouvrir le panier en osier pour renifler le linge sale de sa mère. C'était comme une drogue déjà à 5 ans. Puis son père est mort quand il avait 5 ans. 19 mois plus tard, sa mère s'est remariée. Et ça a été la blessure fondamentale de sa vie. Et il a dit, depuis la première qui m'a trahi, donc sa mère, j'ai dorénavant d'odieux stéréotypes à l'égard des femmes. En un mot, je ne leur fais plus aucune confiance. Mais donc il est lucide. Oui, mais il était absolument lucide. Et il s'effarait lui-même. Il disait une phrase formidable. Il disait, il y a des fois, je n'arrive plus à me suivre. Je devrais me mettre une laisse. Et il était assez marrant. Et ce beau-père, donc, qui est un militaire... Et Jacques Opic, qui a fini... Qui va lui rendre la vie très difficile. Qui a fini général. Et puis et son beau-père qui a essayé de se débarrasser de lui parce que à l'époque, la majorité, c'était à 21 ans. Et à 20 ans, un jour, Baudelaire a dit à son beau-père, monsieur, je vais avoir l'honneur de vous étrangler. Et l'autre lui a payé un voyage sur un bateau commercial qui s'appelait le paquebot des mers du Sud pour l'envoyer en Inde et en disant le temps qu'il aille en Inde et qu'il revienne, 1 an sera passé et on sera débarrassé de lui. Sauf que le voyage s'est absolument mal passé, qu'il est jamais allé plus loin que la Réunion. Enfin, c'est qu'une série de catastrophes, la vie de Baudelaire. Oui. Et moi, il me fait rire. Ah bon, alors expliquez-nous. Oui. Parce que il est tellement frappadingue. Oui. Quand il a fait Les Fleurs du Mal, il a réclamé à son éditeur que le livre soit relié en peau de femme. Et alors il hésitait. Alors, donc ça, c'est parce que là, c'est vrai. C'est une anecdote que j'ignorais. Et quand je vous ai lu, je me suis dit, bon là, c'est la fiction. Non, bien sûr que c'est vrai. Et alors il hésitait, il disait... La peau du dos, ce serait pas mal parce que c'est plus épais pour faire une couverture du livre. Mais ceci dit, si c'était la peau des seins, qui est peut-être trop fine, mais avec le mamelon au milieu qui est comme ça ferait un médaillon. Non mais c'est épouvantable. C'est du second degré. Oui, comment non mais il était sérieux. Et son éditeur lui avait dit mon cher Baudelaire, il y a des fois où je doute de votre état mental. Il y en a d'autres où je n'en doute plus et c'est la plupart du temps. Et toute la vie de Baudelaire c'est comme ça, c'est une série de trucs de frappadingue complet. Heureusement la syphilis est passée par là. Ouais, puis il en est vraiment mort. Ah bah oui. Et mon livre s'appelle Crénon Baudelaire parce qu'un jour, en sortant de l'église Saint-Loup à Namur, il a loupé une marche en passant le portail, il est tombé sur le front en disant « Crénon ». Boum. Et il est devenu hémiplégique, attaque cérébrale, et il est resté bloqué sur ce mot. Pendant un peu plus d'1 an, il n'a pas dit un autre mot que Crénon. Et avoir été un mec qui a tellement fait pour la langue française et tout, et terminer sur un mot aussi con, c'est quand même marrant. Là. Alors justement, sa langue, son œuvre, parlons-en. Pourquoi sa poésie scandalise-t-elle à ce point ses contemporains ? Parce qu'il a renversé la table de la poésie, et puis qu'au lieu de vouloir parler du bien, il ne voulait parler que du mal. Et les fleurs sont du mal. Hein. Ben oui, oui, absolument. Il disait j'idolâtre le mystère de la laideur. Et la soif de l'inconnu et le goût de l'horrible m'inspire. Il avait très envie d'être détesté, c'est assez étrange ça. Il disait, avec mon talent désagréable, je voudrais mettre l'humanité tout entière contre moi. Je vois là une jouissance qui me consolerait de tout. C'était un type odieux et à force d'avancer dans le livre qu'on trouve finalement bouleversant. C'est un type perdu qui était dans l'état d'émotivité invraisemblable. À la fin de sa vie, il disait maintenant quand je marche dans la rue, un homme qui marche derrière moi, un enfant ou un chien que je croise me donne envie de m'évanouir. Il était d'une sensibilité folle et s'en fait un type absolument envoûtant. Et Les Fleurs du Mal, si ça a autant plu à des ados comme vous, Bernard, comme moi et tout, c'est parce que tout ça, ça parle à une sorte de part sombre qu'on a tous en nous, et ça nous touche. Et puis c'est génial, c'est absolument génial. Baudelaire. Justement, à leur parution en 1857, Les Fleurs du Mal font l'objet d'un procès retentissant. Formidable. Ben oui, il y avait 100 poèmes. Sur 100 poèmes, il y en a eu 13
qui ont été attaqués en justice, dont 6 interdits en 1857. Et la levée d'interdiction prononcée par un tribunal a eu lieu en 1949. Pendant 92 ans, il y a eu 6 poèmes de Baudelaire interdits de lecture. Tellement c'était choquant. Pour atteinte à la morale publique, et puis pour outrage aux chères croyances de la religion. Ouais. C'est ça. Mec fabuleux. On vous fera lire un poème dans quelques instants. Ouais, avec grand plaisir. Vous avez choisi ? Bah oui, Enivrez-vous. Enivrez-vous, c'est un poème en prose qui est formidable. Enivrez-vous, c'est un des poèmes cités dans votre livre, Crénon Baudelaire, qui sort demain aux éditions Mialet Barreau. Gentelet, vous restez avec nous. Dans un instant, on vous écoutera. Maintenant, vous voulez le faire ? Non, je sais pas. Ah oui, maintenant ? Oui. J'ai pas compris. Non, mais c'est peut-être moi qui suis en train de mettre tout simplement le bordel dans Laissez-vous tenter. Raphaël, notre réalisateur, nous dit qu'on a le temps. Alors, lisez-nous ce Baudelaire, Enivrez-vous. Enivrez-vous. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans cesse, sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront « Il est l'heure de s'enivrer ». Pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Merci Gentelet, on se retrouve dans un instant. Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi. J'étais en train de chercher des portraits de Jeanne Duval. Alors nous sommes toujours en compagnie de Gentelet à l'occasion de la sortie de votre livre, Crénon Baudelaire. Et nous allons parler à présent de vos premières amours, la bande dessinée en l'occurrence Gentelet, puisque Monique Younes nous présente le dernier album de François Bourque et Jérôme Charine, New York Cannibals. Ça sort aux éditions du Lombard. Oui, Monique. Et on rencontre aussi des personnages aussi frappadingues que Baudelaire, Gentelet. New York Cannibals nous emmène dans le New York des années 90 et nous plonge dans un trafic d'enfants, de sang, de faux billets. On retrouve Paul, le meilleur tatoueur de New York, et sa fille adoptive Azami. C'est une jeune fliquesse, tellement bodybuildée et testostéronée, elle est à la une de l'album, qu'elle est devenue stérile. Alors quand elle trouve un nourrisson abandonné dans une boîte à chaussures, elle n'hésite pas une seconde à l'adopter et se retrouve alors aux prises avec un réseau tenu par une certaine Anna Layenne, une chamane lesbienne rescapée du goulag, qui prélève le sang des nourrissons pour en faire un élixir de jouvence. Alors Anna est une marginale, comme Book adore en dessiner. Son album est peuplé de cul-de-jatte volants, de matrones albinos, de travestis proxénètes. Certains semblent sortir des films de Fellini, comme je l'ai fait remarquer à François Book. J'adore Fellini, de toute façon. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est des personnages qui ont des formes excessives, qui donnent une dimension à l'histoire. Mon métier, c'est de faire croire que ces personnages existent pour le lecteur. C'est un album qui fait 141 pages. Je me suis laissé aussi avaler par le récit moi-même. Parfois, dans la nuit, j'étais réveillé par des images qu'il fallait que je fasse ou des personnages qu'il fallait faire aboutir. C'est un morceau de vie, en fait, pour un dessinateur. Monique, François Book a la réputation de dessiner très vite. Est-ce que ça a été le cas pour cet album aussi ? Alors, Bic et Book bien sûr, Bic et Book. François Book a mis 1 an à dessiner New York Cannibals, là où d'autres dessinateurs auraient mis certainement le double. Son trait, vous le voyez, est impressionnant. Ses mises en scène époustouflantes, les courses-poursuites policières, les décors glauques de Harlem, les scènes d'amour, la transcription des rêves. On s'y croirait. Ce qui est encore plus magique, c'est quand François Book dessine des corps tatoués. Mais le tatouage, c'est presque une mise en abîme du dessin.
C'est-à-dire que je vais faire des personnages sur lesquels il y a d'autres personnages ou des formes dessinées, ce qui fait du dessin sur du dessin. Et donc, on s'aperçoit, quand on voit ces personnages avec le tatouage, à quel point le tatouage va les transformer. Le tatouage finit par les avaler presque, hein. Et un peu comme Anna la hyène, qui finit par être habitée par l'espèce de divinité qu'elle s'est tatouée sur elle-même. Jean Tellet, vous qui êtes à l'école des Savanes dans les années 70-80, et puis dans vos premiers albums, avez fait de la bande dessinée à partir de photographies retravaillées. C'était un genre assez intéressant et beau. Est-ce que le dessin virtuose de Bouc vous impressionne ou vous laisse indifférent ? Bien sûr, c'est un très grand dessinateur. En plus, on est de la même génération, parce que comme moi, quand je faisais de la bande dessinée vers 25 ans, tout ça, je le connaissais bien. Et bien sûr, c'est un très grand dessinateur. Et je crois qu'en ce moment, il suit le procès des attentats pour Charlie. Oui, on peut retrouver ses dessins sur le site. Mais c'est un virtuose, il est très très doué, bien sûr. Et finalement, vous ne dessinez plus, vous faites des scénarios de bande dessinée, et après, vos livres... J'en ai fait un seul scénario, mais maintenant... Mais vos livres sont adaptés en bande dessinée. Mais voilà, il paraît que je suis l'écrivain français le plus adapté en bande dessinée. Je crois qu'il y en a eu une dizaine, et ça me plaît bien de revenir à la bande dessinée comme ça. Moi, j'ai arrêté la bande dessinée en 1990 parce que au festival d'Angoulême, ils m'ont remis un prix qu'ils avaient jamais remis avant et puis jamais remis depuis. Écoutez bien ça. Prix spécial du jury pour contribution exceptionnelle au renouvellement du genre de la bande dessinée. Quand on m'a donné ça, j'ai cru que j'étais mort. Ça faisait prix posthume. Et le lendemain, mais vraiment le lendemain, j'ai jeté tous mes crayons, tous mes trucs, et puis j'ai dit, j'arrête la bande dessinée. Alors, je signale que l'un de vos romans, Mangez-le si vous voulez, vient de sortir justement en bande dessinée chez Delcourt, je crois. Oui, c'est la bande dessinée la plus dingue que j'ai lue. Et il faut lire New York Cannibals, vous voyez aussi qu'en dinguerie. Je vais le lire. Alors on va vous l'offrir. Il me l'a prêté et moi je vous l'offre. Voilà. Alors New York Cannibals, il est dessiné donc par François Bouc, scénarisé par Jérôme Charine, qui signe là, soit dit en passant, un de ses meilleurs scénarios. C'est sombre, c'est dérangeant, c'est violent, c'est haletant. C'est une plongée dans les bas-fonds new-yorkais des années 90, ponctuée de flashbacks sur le goulag pour en rajouter dans la joie et la bonne humeur. Le tout sous-tendu par une dénonciation en règle de la vampirisation des plus démunis par les plus riches. Bref, New York Cannibals est édité par Le Lombard. Merci Monique Younes. Dans un instant, nous retrouvons Isabelle Morini-Bosque, toujours en compagnie de Jean Tellet pour parler télévision. Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi. Jean Tellet est avec nous à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Crène en Baudelaire, demain aux éditions Mialet-Barreau. On va parler télévision, si vous le voulez bien, Jean Tellet, avec Isabelle Morini-Bosque. Alors, on note un inédit sur M6 de Maison à vendre, oui, Isabelle. Ce sera bientôt la 100e de ce programme lancé par Jean-Luc Delarue en 2007. Ça a été le premier, avec la chaîne bien sûr, à avoir perçu le potentiel de Stéphane Plaza. On en reparlera. En face sur la 2, un documentaire consacré à la décolonisation. La décolonisation française, seul sujet, j'allais dire seule cible de ce documentaire exemplaire comportant de remarquables archives étayant l'histoire de l'effondrement de l'empire colonial français qui commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec un premier massacre, celui de tirailleurs sénégalais démobilisés avant 1945 et poussés à rentrer au pays pour que le portrait de l'armée soit blanchi à l'image à la Libération. Ils sont fusillés parce qu'ils exigent leur sol. Échantillon, celui que j'ai choisi, la construction de la voie ferrée Congo-Océan, inaugurée en 1934, qui coûte à la vie à quelques 20 000 Africains. On entend aussi un descendant de Congolais, une jeune fille algérienne et au milieu tout de même un ancien combattant de l'armée française. Beaucoup mouraient dans ces travaux-là. 930 millions ont été dépensés pour cette œuvre qui a permis de relier le bassin du Congo directement avec la mer. C'est non seulement un grand progrès dans la mise en valeur des colonies françaises, mais aussi une amélioration du sort des populations indigènes de l'Afrique équatoriale. Tout ce qui a pu se faire comme abus, on l'ignore totalement. On n'imaginait pas un seul instant que le gars qui construisait le pont d'Oumer était sous-payé ou que le gars qui récoltait le coton à Ouagadougou, il était sous-payé aussi. Notre père a travaillé dans les champs et ils étaient payés en pommes de terre. Les belles pommes de terre, elles étaient à vendre pour le colon. Pommes de terre abîmées, ils les partageaient en deux, la moitié pour les ouvriers et l'autre moitié pour les cochons. Quand les Français sont arrivés dans le village, les colons cherchaient à recenser les gens, combien il y avait d'hommes en âge de travailler. Ils ont utilisé une technique qui est de prendre une lame de rasoir et de marquer les habitants. Et donc mon grand-père avait eu une marque au rasoir, un plus et un moins, sous chaque œil, qu'il a gardé toute sa vie.
Voilà, j'ai aimé les archives, les témoignages, vous voulez l'entendre, sobres de descendants. Oui. Par exemple, celui, surprenant, de Manu Dibango. J'ai tout de même regretté un manque de mise en perspective et de nuances. C'est une démonstration exclusivement à charge, ce qui peut s'admettre, mais le côté ce qu'il fallait démontrer est si prononcé que ça peut susciter le malaise chez certains. Bref, 2 fois 120 minutes ce soir sur la 2, à vous de voir. Vous avez autre chose à signaler? Oui, le Psychodon sur C8. De nombreux artistes ont répondu présents à ce concert caritatif donné en direct de l'Olympia au profit des maladies psychiques, bipolarisme, schizophrénie. Alors on a Thomas Dutronc, Boulevard Désert, Claudio Capéo, Kenji, Carla Bruni, Pomme, Benjamin Biolay, Amel Ben, Dadju, etc. Et si vous êtes fiction, notez Crime parfait sur la 3. Moi j'aime bien, c'est le côté Columbo. Ça commence chaque fois par un crime parfait que l'on voit, auquel on assiste. Ce soir, le patron d'une entreprise de pompes funèbres tue son associé. C'est voilà. La capitaine Louise Julie Ferrier commence son enquête. Capitaine, Louise Bonne, comme la poire. Toutes mes condoléances pour votre associé. c'était surtout mon meilleur ami depuis le primaire. On a un planning chargé et... Je sais très bien que le commerce de la mort s'arrête jamais, mais là vous allez avoir un peu de retard. Un petit peu, pas un petit peu. Bien. Est-ce que vous avez un système de vidéosurveillance? Non, question de respect de la vie privée. Expression curieuse pour un endroit pareil. Voilà, donc c'est en grande pompe, c'est ce soir sur la 3 et c'est une bonne intrigue policière. Merci, Vous sens Isabelle. passionné. Non, mais je manquais. J'avais besoin de savoir si on avait encore une petite minute à consacrer à Jean Telet. Pas d'une mauvaise façon. À propos de télévision ou de cinéma d'ailleurs, quel acteur pour interpréter oui. Charles Baudelaire Oui, vous bonne question. pour C'est pas interpréter ce facile. grand frappadingue? Moi, je pense à Duris. Je crois qu'il serait très très bien là-dedans. Ouais. Oh, vous y avez déjà pensé, parce que ça vous vient très naturellement là. Oui, je me dis si tout se met bien en marche. Mais déjà, Crénon Baudelaire est déjà en cours de fabrication en bande dessinée. Ah, qui est le dessinateur? Dominique Gély, celui qui a fait la couverture de mon livre et qui a fait justement Mangez-le. Et vous l'avez proposé à Romain Duris? Non, mais je me disais que je l'imaginais bien là-dedans, lui, ouais. Ah, merci beaucoup, Jean Telet, de ce moment passé avec nous ce matin. Crénon Baudelaire sort aux éditions Mialet Barreau. Vous savez que vous êtes toujours le bienvenu. Oh, vous êtes vraiment gentil. Bah non, on n'est pas gentil. On est intéressé dans tous les sens du terme, croyez-moi. Voilà, dans un instant, on va retrouver Julien Courbet. Et puis, on se dira une dernière fois au revoir. Eh ben, vous êtes d'accord? Voilà. Absolument. RTL Matin, laissez-vous tenter. Merci Jean Telet d'avoir passé cette matinée avec à nous. vous tous. Crénon Baudelaire sort aux éditions Mialet Barreau, c'est demain. On va tout de suite retrouver Julien Courbet. Comment allez-vous, Yves? Fort bien. Nous inaugurons.